Bonsoir. Après avoir dirigé un groupe de communication français, le groupe Havas, j'ai créé une agence qui s'appelle Babel. Évidemment, tout le monde m'a interrogé sur l'idée biscornue qui consistait à créer une entreprise dont on savait par avance qu'elle allait s'écrouler lamentablement. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé ma société Babel. Babel, c'est un mythe qui en fait a deux volets. Il a un volet négatif et un volet positif. L'idée, c'est que Dieu, pour empêcher les hommes de construire une tour plus haute que lui, a décidé de leur donner les langages. Il ne leur a pas enlevé la force, les outils, la capacité de manger ou de boire. Il leur a juste donné les langages et les hommes n'ont pas réussi à se parler entre eux et la tour s'est écroulée. Et en fait, il y a deux mythes de Babel. Il y a une exposition récente à Lille qui est très intéressante. Il y a deux mythes de Babel. Il y a un mythe positif et un mythe négatif. Le mythe négatif va jusqu'à l'Holocauste, c'est-à-dire à la destruction de l'homme par l'homme. L'incapacité des hommes de se parler entre eux aboutit à la destruction de l'homme. Et un mythe positif qui est que si les hommes arrivaient à se parler, alors ils arriveraient à édifier à nouveau une grande tour. Et en fait, la communication, elle a cette dualité. Elle est, bon, on l'a vu, elle est drôle, comme on l'a vu tout à l'heure, mais elle est surtout terriblement destructrice, et je vais essayer de vous le montrer. Mais elle peut aussi être incroyablement utile et construire et édifier. C'est un questionnement qui n'est pas philosophique, en tout cas moi je ne suis pas un philosophe, mais c'est un questionnement qui est éthique pour quelqu'un qui fait ce métier depuis 25 ans. Et je vais essayer de vous montrer que c'est un sujet qui est assez profond et qui révèle le temps dans lequel nous vivons. La destruction par la communication et par la publicité, en fait, vous la vivez aujourd'hui, et nous la vivons aujourd'hui, et elle aboutit, pour des raisons qu'on va essayer de comprendre, à une terrible désespérance sociale, qui renvoie en fait à la difficulté d'une société dans laquelle le langage ne correspond plus à la réalité, n'est plus performatif, ne transforme pas le réel. Tout commence par les marques. En fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce sont des marques qui se racontent à travers la publicité et racontent en fait quelque chose qui est mis en scène comme un mensonge. Alors on peut le regarder de façon humoristique, et se dire que c'est un joli mensonge, ou c'est un mensonge joliment exécuté comme dans une pièce, mais c'est aussi assez terrorisant parce que c'est un mensonge qui renvoie à la stupidité de notre existence de consommation, à la vanité de notre existence de consommation, au fait que cette existence, qui est devenue purement pulsionnelle, ne permet pas de satisfaire des besoins réels. Au fait que les marques ne présentent en réalité plus d'innovations décisives qui changent l'existence des gens. Combien de champs de notre vie ont été bouleversés par des innovations? Il faut comprendre que quand la réclame est arrivée, elle changeait le monde, parce que les produits changeaient notre vie. La première fois qu'on a utilisé un frigidaire, et je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont vécu, mais ça devait être quelque chose de pouvoir mettre au frais des produits et pas seulement être obligé de les mettre sur le balcon. La première fois qu'on s'est rasé avec un rasoir électrique, la première fois qu'on a découvert la voiture, puis l'airbag de la voiture, puis le break, une invention extraordinaire. Dans mes cours, je montre aussi la rôtissoire qui permet à la ménagère de rôtir 2 rôtis, 2 poulets, et il y a sa petite fille qui est toute contente, et c'est Moulinex qui libère la femme. Et c'est très beau parce qu'on sent que c'est un moment important, quoi. On se dit qu'on est peut-être devant une innovation vraiment décisive. Aujourd'hui, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5, le problème c'est que les innovations sont toujours décevantes. Alors c'est sûr que maintenant il y a un nouvel opercule qui permet d'utiliser sa bouteille de lait un peu mieux, mais en fait les innovations qui avant étaient substantielles et fondamentales sont aujourd'hui des innovations sur le packaging. Parfois même, c'est des fausses innovations. Autre pub qui me fait toujours marrer, c'est le Gillette, le premier rasoir à 7 lames.
Le truc, vous dites, ok, je vois bien ce que fait la première, la deuxième, la troisième et la septième. Il reste quoi à faire, quoi. Donc en fait, la difficulté, c'est que si la consommation, si la publicité renvoie à l'idée de soutenir de façon totalement artificielle une consommation qui ne satisfait plus des éléments fondamentaux du désir, alors la publicité, elle est dans le champ du désespoir. Elle l'est aussi vis-à-vis des salariés des entreprises qui doivent subir les âneries de la communication corporate. Les ensembles demain, pour vous, notre énergie est inépuisable. L'avenir de l'énergie est dans... Là, il y a une dernière pub à Reva, j'ai du mal à me rappeler, mais on a un peu l'impression qu'on est dans une sorte de chewing-gum ou de mauvais spaghettis où les mots s'entremêlent pour ne rien dire. Et vous les avez entendus 1000 fois, ces avenirs qui préparent le demain qui sera meilleur que le lendemain, qui sera lui-même porteur d'un avenir ensemble. Et vous dites, mais c'est quoi ce qu'on me raconte ? Et ce qu'il y a de désespérant, c'est que ça correspond à une réalité sociale qui est que dans la violence, où les intérêts évidents du salarié sont contradictoires avec ceux de l'actionnaire, qui sont contradictoires avec ceux du client. Le jour où Orange vous raconte qu'ils ont réussi à regagner de l'argent en sacrifiant le service client, vous dites merde. Alors vous pouvez vous dire je suis content comme actionnaire, mais vous dites je suis désespéré comme client. Vous pouvez vous dire aussi qu'en tant que salarié, vous pouvez vous suicider. La difficulté en fait, c'est que l'entreprise soumise à la tension contradictoire de ses publics est obligée de mentir à tout le monde, ou de mentir un peu à tout le monde dans une sorte de zone de compromis de la parole corporate. J'aurais bien aimé vous dire aussi que les médias vont pas très bien à cause de la publicité et qu'aujourd'hui le business model dont nous parlaient tout à l'heure nos amis de Libération est problématique et que les médias sont en train de souffrir d'une question éthique très grave qui est de savoir jusqu'à quel point ils entretiennent de nouvelles relations avec les marques parce que la publicité n'est plus susceptible de les faire vivre. Et là aussi, on aurait un grand désespoir qui est de sentir que beaucoup des médias, dont on aurait pu espérer qu'ils soient libres, sont en fait complètement dépendants économiquement des marques et finissent par accepter que les marques prennent la tête de médias alors qu'en fait, ce sont les marques qui ont financé les contenus. Et ça, c'est désespérant pour le lecteur. Et puis, il y a le plus grand des désespoirs, qui fait peut-être comprendre tous les autres désespoirs, qui est celui qu'on a à l'égard du politique. Le désespoir à l'égard du politique, il est absolu parce qu'en fait, ce que nous voyons, ça n'est pas seulement le mensonge à la Mitterrand sur sa maladie. Ce que nous voyons, ce n'est pas seulement le mensonge de super-menteur, Jacques Chirac. C'est l'aveu désespéré de l'impuissance totale de l'État. Aujourd'hui, nous vivons dans la certitude que la parole politique est vouée à son inefficience au moment où elle est élaborée. C'est terrible. On sait au moment où quelqu'un dit quelque chose que c'est voué à une inefficience totale. On sait qu'il a décidé de parler sur quelque chose qu'il ne maîtrise pas et sur lequel il n'a absolument aucun effet. On sait qu'il est dans l'impuissance par rapport à ce qu'il commente. Ce qui fait que la mise en scène la plus fondamentale d'une parole qui devrait être performative est totalement désespérante parce qu'en réalité, elle dit l'impuissance. Et donc la difficulté, c'est que la communication aujourd'hui est devenue l'allié des impuissances des uns et des autres. L'allié des marques qui ne font pas des vraies innovations et n'apportent pas du vrai bonheur, l'allié des médias qui n'apportent pas vraiment une indépendance des points de vue et qui n'ont plus les moyens de faire un travail d'enquête, en tout cas sur tous les sujets, l'allié des patrons qui sont obligés de mentir sur leur incapacité à dire officiellement le partage de la valeur qu'ils ont décidé, et l'allié des hommes politiques qui, tous les 5 ans, viennent vous raconter qu'ils changeront quelque chose qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas changer. Donc la communication, elle a une part de responsabilité qui est dangerosissime, et qui, lorsqu'elle n'est pas pensée, est inacceptable. C'est-à-dire que lorsque les publicitaires ne réfléchissent pas à leur rôle social, ils se mettent dans une situation de participer à quelque chose qui est totalement destructeur.
C'est destructeur des deux côtés. C'est destructeur du côté des autorités, puisque les autorités sont moribondes. Et il ne faut pas se leurrer, si les autorités sont moribondes, ça n'est bon pour personne. La crédibilité des médias, le fameux indice Edelman qui montre comment la crédibilité des porte-paroles est désespérant sur les médias, désespérant sur les porte-paroles des entreprises. Les gens ne croient plus dans les marques. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes aujourd'hui dans une société qui repose sur une économie, qui repose elle-même sur des marques, et que nous avons condamné les marques dans une partie substantielle de notre consommation. Près de 30% aujourd'hui de la consommation passe en dehors des marques. Que ce soit par ce qu'on appelle les marques distributeurs ou la recherche des non-marques, les marques qu'on ne connaît même pas mais qui sont en fait le produit décomposé de sa valeur symbolique. Et puis toute cette consommation qu'on est en train de réorganiser, celle de l'échange, celle du prêt, celle du don, celle de l'occasion, qui sont en fait des renoncements à ce qui faisait fonctionner l'économie des pays occidentaux. Et puis évidemment, l'absence de confiance dans les élus, et puis évidemment, le pessimisme des Français, numéro 1 dans toute l'Europe. Et si vous faites le cumul de tous les sondages qui tombent les uns après les autres, l'idée qu'au fond, la communication qui était censée supporter un système de représentation intermédiaire, supporter un système de création de valeur, supporter un système de production de valeur, a en fait échoué à sa principale mission et que le système est totalement écroulé. Le pire, c'est la désespérance. Et pour bien comprendre pourquoi j'utilise ce mot de désespérance, parce qu'on pourrait être déçu, mais désespéré, je voudrais que vous vous mettiez dans la situation d'un enfant à qui sa mère ou son père dit quelque chose qui se révèle totalement faux. Je serai là ce soir avant que tu te couches. Et la mère ne revient pas. Je te promets, demain on ira faire du football. Je donne un exemple un peu loin de mon expérience personnelle, mais c'est pour montrer mon sens de l'altérité. Vous imaginez comme c'est dur pour l'enfant de voir la parole de ses parents qui, en fait, est impuissante, irréelle, fausse, non performative. En fait, nous sommes collectivement dans une société dans laquelle s'est installé quelque chose qui est terrible, le doute. Et la publicité est devenue la mise en scène symbolique d'une société du doute. Après avoir été la mise en scène d'une société qui était dans la jouissance de sa découverte de la consommation, après avoir été dans la symbolique d'une société qui était dans la jouissance de l'entertainment, aujourd'hui, la publicité est le symbole d'une société qui est dans l'impuissance et dans l'incapacité de transformer le réel. Ce qui est assez douloureux et qui peut expliquer pas mal des sentiments qu'on peut éprouver à l'égard de la publicité. Alors pourtant, la publicité, elle a aujourd'hui une vraie fonction, à condition d'assumer le fait qu'il n'est possible de faire de la communication que si la communication supporte un langage performatif. Qu'est-ce qu'un langage performatif ? C'est un langage qui se définit par essence comme étant capable ou en se donnant les moyens de transformer le réel. Ce qui suppose soit qu'il ait la force propre de transformer le réel, première hypothèse, soit qu'il ait la capacité d'accompagner des transformations du réel. Il n'y a de communication acceptable d'un point de vue éthique que si elles sont associées à une capacité à transformer le réel. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un langage qui est performatif en lui-même ? Et je viens avec 2 questions et pas de réponse sur ce petit point. Est-ce que le pape François, quand il parle aux jeunes au Brésil, à Rio, et qu'il les appelle à la révolte, est-ce que cet homme, qui n'est pas capable lui-même d'engager une révolte, ce n'est pas un révolutionnaire, il n'a pas les outils d'action qui lui permettent, est-ce qu'il transforme le réel ? Moi, je crois que quand une parole est très puissante et qu'elle vient de très profond et qu'elle est très juste, elle peut transformer le réel. Est-ce que Obama, avec son change qui est de la com,
a réussi à transformer le réel. On peut considérer que l'élan qu'il y a eu autour du change lui a donné l'élan de faire une réforme qui était impossible à faire aux États-Unis, la réforme de la sécurité sociale, et qu'il a obtenu une majorité qu'il n'aurait jamais eue s'il n'avait pas eu cet élan. Donc on a encore la possibilité de dire qu'un homme politique qui serait doté à la fois d'une parole vraiment juste, d'une idée très forte, d'un charisme certain et d'un temps unique dans lequel sa parole pourrait changer le réel, a encore la possibilité de faire évoluer les choses. Je ne vous parle pas du cas français, évidemment, je vous parle de choses qu'on peut regarder ailleurs. Mais cela dit, c'est quand même intéressant parce que je crois qu'on ne peut pas renoncer à une parole performative en soi, à condition que cette parole soit profondément juste. Alors, le deuxième champ, c'est des paroles associées aux actes, dans une relation qui est assez simple à organiser et que tout le monde connaît. Par exemple, je dis ce que je fais ce que je dis, une chose assez simple à organiser. Si je dis quelque chose, alors je le ferai. Je vais vous dire ce que je maîtrise et ce que je ne maîtrise pas, et je vous dirai quelle attitude j'aurai à l'égard de ce que je ne maîtrise pas. Bref, des conditions de prise de parole publicitaire ou de communication qui sont régies par la réflexion sur l'articulation entre le message et l'action, et une réflexion sur la capacité ou non d'une parole vraie. Car au fond, c'est ça le sujet que pose la publicité, c'est comment construire, malgré la résistance des choses, malgré la difficulté du monde, malgré les crises, malgré la difficulté pour changer la réalité, malgré tout, de garder une parole vraie. Alors, c'est simple, il y a des règles assez logiques. Intégrer les résistances du réel dans son propre discours, prendre en compte la difficulté de l'action aujourd'hui, mais aussi constater la nécessité des transformations. Le premier problème terrible que pose la publicité politique, c'est que conseillé par un communicant, jamais un homme politique ne commencera par dire quelles sont les réalités qu'il ne maîtrise pas et quelles sont les nécessités de transformation de la société. Parce que commençant comme ça, malheureusement, compte tenu des imbéciles que nous sommes, nous ne donnerions jamais à cette personne la possibilité d'être désignée dans une élection, le mot c'est quoi déjà ? Non, le truc avant, la primaire. Voilà. On ne gagnerait pas la primaire en allant dire qu'on va vraisemblablement perdre tout notre appareil industriel dans les années qui viennent. C'est ça le truc qui est très compliqué aujourd'hui dans la parole performative. C'est que pour qu'elle soit performative, il faut nécessairement qu'elle parte d'une réalité, de quelque chose qui est objectivement saisissable dans l'action, qui est la nécessité de transformer le réel. C'est qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, on perdra notre industrie, et de toute façon, même si on fait quelque chose, on la perdra aussi. Si on ne fait rien, on ne sauvera pas Libération. Non mais... La nécessité de conduire partout et tout le temps des transformations radicales, la nécessité partout et tout le temps de conduire une mutabilité des entreprises, une mutabilité des systèmes sociaux, une mutabilité des organisations est tellement dure que la seule condition pour que la publicité et la communication soient acceptables est qu'ils emportent la difficulté naturelle du monde dans l'émission des discours. C'est-à-dire qu'on ne peut plus construire des discours qui soient uniquement dans le positif. On doit assumer le fait qu'aujourd'hui, parler vrai, c'est d'abord commencer à dire la contradiction des intérêts dans l'entreprise. C'est d'abord commencer par dire la difficulté substantielle de l'économie réelle. C'est d'abord substantiellement dire que le rythme de l'innovation, des innovations créatrices de valeur, s'est ralenti dans l'économie et dans les produits. C'est accepter de dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de satisfaction immédiate que les autorités peuvent produire à l'égard des gens. Donc il faut intégrer la difficulté. Alors intégrer la difficulté, c'est très dur en politique, et je pense que tant que nous serons très cons,
nous continuerons de choisir des gens dont on sait qu'ils disent des mensonges, avec du coup la nécessité de maintenir notre désespérance. Je vous invite à une révolution juste après cette soirée, car je sens bien que ça n'est pas tout à fait le sujet fondamental, mais dans lequel on imaginerait qu'on dirait quelque chose de vrai au moment où on commence une candidature à une campagne électorale. Mais bon. Et puis pour la communication, un rôle très pragmatique qui consiste à devenir l'instrument des transformations sociales, des transformations de business, des transformations de systèmes de business model et de systèmes économiques de production de valeur. Et ça commence dès aujourd'hui dans l'idée extrêmement claire que l'économie que nous accompagnons n'a aucun rapport avec l'économie qu'accompagnait la publicité que montrait le premier intervenant. L'économie que montrait le premier intervenant, c'est une économie qui reste basée sur de la production d'objets et une économie qui est basée sur l'acquisition. Cette économie, je vous propose de considérer qu'elle est morte et de réfléchir philosophiquement à la mort de cette économie. Cette économie est morte parce que fondamentalement, l'économie s'est déplacée, ou plus exactement, la valeur s'est déplacée en dehors des objets. La valeur s'est déplacée sur l'usage. C'est ce que certains appellent l'économie des fonctionnalités. L'économie des fonctionnalités, c'est une économie dans laquelle tout change, et en premier lieu, le rôle de la marque. Le rôle de la marque dans une économie des fonctionnalités, c'est d'établir une confiance durable, basée sur une expérience du consommateur qui est suffisamment consistante pour qu'il la maintienne. Une économie des fonctionnalités, c'est le Vélib, c'est l'abonnement à Canal+, c'est le fait d'acheter des photocopies et non plus des photocopieurs dans une entreprise. C'est l'avenir d'un gros tiers de l'économie. Deuxième modèle économique qui est en train d'apparaître, l'économie des finalités. Là aussi, changement radical du rôle de la marque. L'économie des finalités, c'est je n'achète plus un objet, je n'achète plus un service, j'achète l'agrégation des objets et des services qui satisfont des finalités. Je veux éduquer mes enfants, je veux protéger mes parents qui sont dépendants, je veux maigrir. J'ai réfléchi à ce sujet. Pour maigrir, il faut des conseils nutritionnels, une nouvelle hygiène de vie, un prof de sport, une femme aimante, elle est là, je lui dis. Il faut un suivi médical, il faut des appareils pour faire du sport et de l'entraînement, il faut une douzaine de trucs. L'économie moderne, c'est de se dire quelle est la marque qui va faire maigrir. Quelle est la marque qui va faire rencontrer quelqu'un quand on est devenu célibataire? La marque qui va faire je me censure malgré le vieillissement de mes parents ou malgré l'Alzheimer de mon père. Je me censure, rassuré, accompagné. Cette économie des finalités, c'est là encore l'avenir de l'économie, et un avenir d'économie où la valeur va glisser. On n'aura plus de valeur dans les objets agrégés, on aura de la valeur dans l'agrégation. Et c'est sur cette économie que se battent tous les acteurs économiques aujourd'hui. Tous. Et cette économie s'applique dans tous les domaines. Elle s'applique évidemment dans les domaines des services, elle s'applique dans le domaine du facilities management, c'est-à-dire de toutes les dépenses des entreprises pour ce qui n'est pas leur objet. Elle s'applique absolument dans tout l'univers aujourd'hui de l'économie contemporaine. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ce système, les marques jouent un rôle radicalement différent. Alors je vais vous donner un exemple qui intéresse des centaines et des centaines d'acteurs économiques en ce moment, la mobilité individuelle. L'idée globale et générale, c'est grosso modo, aujourd'hui on se balade dans nos bagnoles et de temps en temps on prend un peu de transport en commun, ou on prend beaucoup de transport en commun et de temps en temps un peu sa bagnole. Demain, nous serons titulaires de droits à une mobilité individuelle qui seront décomposés en échange d'automobiles, partage de vélos, prise de SNCF, agrégation de transport local à l'endroit où on est arrivé, droit d'utilisation d'une voiture de sport qu'on aura partagée avec d'autres gens, et etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, on va vers une économie qui, sur un petit sujet qui concerne par exemple notre excellente entreprise Peugeot, suppose en fait un basculement radical d'une économie qui était basée sur le fait de produire
et de distribuer des voitures, une économie qui est basée sur l'idée qu'on va accompagner la mobilité des individus et qu'on va choisir notre accompagnateur parce qu'on lui fait confiance. Et ce qui est marrant, c'est qui vous choisirez comme accompagnateur? La ville de Marseille, la SNCF, Avis, Peugeot? Ben, c'est la bataille économique d'aujourd'hui. Et la bataille économique d'aujourd'hui, elle se place sur tous les sujets exactement de la même manière. Repensez au marché de la dépendance, parce que c'est le marché qui économiquement est le plus incroyable. 1/3 de la population mondiale va vieillir, au-delà vous avez compris, on sera très vieux tous. Ce tiers de population fait naître une consommation complètement différente, mais surtout des besoins et des marchés de finalité énormes. Est-ce que demain ces marchés seront pris par l'assurance, par la banque, par Sodexo, la société de services de restauration et de facilities management, par les gens qui font, par l'AP, du côté de la médecine, et donc par extension de nouvelles fonctions de l'assistance publique, par Korian, le leader des services des EHPAD. Voilà un marché majeur. Par la Poste, avec ses 200 000, comme ils subventionnent le truc de la pop culture, je le dis, la Poste pourrait, avec ses 200 000 personnes qui font le dernier mètre, être un maillon essentiel des services à la dépendance. Voilà les économies qui sont en train de naître et des fonctions radicalement différentes de la communication. Et puis il y a la dernière économie, celle qui nous fascine, celle qui nous fait peur, celle qui change tout, l'économie digitale, où la monétisation n'est même plus la clé des échanges. Wikipédia, il n'y a pas de monétisation, l'information gratuite. L'avis d'une personne qui a essayé l'hôtel Hermès sur TripAdvisor, que j'ai gratuitement. Je ne sais pas comment ils gagnent leur vie, moi, TripAdvisor, mais ils me donnent plein d'avis de plein de gens super sympas. Et bientôt, la location de ma nounou, sur lequel vous allez me dire si elle était bien. Oui, Sarah est une fille très charmante et je la trouvais très bien. Puis j'aurai 22 avis. Et puis des avis sur les entreprises, des avis, etc. Toute cette économie un peu bizarre, communautaire, dans laquelle en fait la monétisation est différée. Ce qui rend encore plus pervers le système, puisqu'il y a une monétisation, mais la monétisation, c'est pas vous qui la faites. C'est soit le système publicitaire ailleurs, soit le fait qu'en fait il y a d'autres échanges que vous ne connaissez pas. Par exemple sur seloger.com, vous avez un gentil monsieur qui vous annonce tous les jours qu'il y a un 3 pièces que vous vouliez absolument dans le 5e arrondissement de Marseille. Et vous dites, il est quand même sympa, il m'envoie tous les jours des infos, elles sont exactes, etc. Et comment il gagne sa vie, le type? En fait, il a pris de l'argent aux gens qui font des annonces et il a complètement détruit le système actuel des annonces. Donc c'est évidemment un système qui crée de la valeur, mais on détruit de l'autre côté. C'est le propre de notre économie aujourd'hui. Alors dans tous ces modèles économiques, qui sont dits des modèles de l'économie de l'immatériel, ce qui est une mutation énorme, ce qu'il y a de frappant, c'est que la partie com n'est plus un adjuvant, comme dans la communication des produits. Et on l'a vu tout à l'heure, on était vraiment dans un récit qui renvoyait à cette idée que la pub venait comme un adjuvant symbolique et éventuellement ajoutant des éléments de construction de valeur. En fait, la pub n'est plus un adjuvant, elle est une composante substantielle à la création de valeur. Elle fait la création de valeur puisqu'elle accompagne des changements de comportement, des changements de métier, des changements de business model, des changements de pratiques. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans l'économie de demain, la publicité, qui a beaucoup détruit de choses dans les années 90-2000, pourrait se retrouver un partenaire absolument indispensable d'une société qui recrée de la valeur. C'est la partie édification de Babel. Le métier ne sera pas le même. C'est-à-dire que les formes humoristiques qui consistent à faire passer la girafe pour une fille qui nettoie son linge avec Orangina peuvent continuer pour une partie de la consommation qui est drivée par le produit. Mais fondamentalement, ce que va faire la communication, c'est d'accompagner les gens dans leur pratique et dans leur découverte de nouveaux usages et de nouveaux champs. Et la communication sera souvent une accompagnatrice pour réduire les frottements liés à la transformation, réduire les souffrances liées à la transformation.
C'est pas tout à fait le même métier et on ne fera pas tout à fait les mêmes réunions sur la publicité, on n'aura pas tout à fait les mêmes exemples à donner. C'est des exemples plus consistants, en même temps plus difficiles, dans lesquels la communication a été intégrée comme un élément stratégique à l'origine d'une transformation. Voilà une façon d'imaginer une publicité édificatrice et donc dont l'éthique pourrait être un petit peu plus facile à supporter. Voilà, j'ai fini, merci.